La Russie envahit l'Ukraine. Ce seul titre aurait dû faire s'effondrer la bourse. Pourtant, quelque chose d'inattendu s'est produit. Alors que des missiles s'abattaient sur Kiev, le S&P 500 a ouvert en forte baisse, puis a effacé toute la chute et a terminé la journée en hausse. En pleine guerre, les investisseurs ont commencé à acheter. Le marché a tiré profit du conflit, et ce n'était pas un hasard. Vous vous souvenez sûrement où vous étiez en l'apprenant. Les images étaient saisissantes. Des colonnes de blindés traversant les plaines ukrainiennes, des troupes héliportées attaquant l'aéroport de Hostomel, des civils blottis dans les tunnels du métro, des explosions retentissant au-dessus de Kiev. Toutes les chaînes étaient passées en direct et chaque analyste avait son opinion. Un consensus rare, unanimement partagé dans toutes les salles de marché et à la télévision, exprimait la même idée. L'Europe et le monde devaient donc se préparer à quelque chose de sismique. Et pendant les premières heures, le marché était d'accord. Le S&P a ouvert en baisse de 2,6%, ce qui était logique. C'était la seule réaction rationnelle face au chaos mondial. Puis, un événement imprévu est survenu. Pendant les 6 heures suivantes, alors que l'invasion progressait et que les morts s'accumulaient, l'indice montait lentement et continuait de grimper mécaniquement, sans interruption ni égard pour ce qui se passait ailleurs dans le monde. À 16 heures, il a clôturé en hausse de 1,5%, soit un retournement intrajournalier de 4,1%. En termes plus simples, la capitalisation boursière totale du S&P 500 à l'époque était d'environ 38 000 milliards de dollars, et ce mouvement de 4,1% représente environ 1,5 billion de dollars de valeur. C'est comme si toute la capitalisation boursière d'une entreprise comme Samsung, Tesla ou Walmart était effacée puis entièrement restaurée en 6 heures. Les gens voient la bourse comme un baromètre. Si la situation empire, elle baisse, et si elle s'améliore, elle monte. C'est assez intuitif et suffisamment simple pour que tout le monde puisse comprendre. Sauf que le jour où l'Europe est entrée dans la plus grande guerre conventionnelle depuis des générations, l'indicateur a littéralement crié à la hausse. Et il n'était pas le seul. En avril 2026, après des semaines de frappes de missiles impliquant l'Iran, Israël et une intervention militaire directe des États-Unis, les marchés ont réagi comme si le câblage avait été inversé. Quand Washington a annoncé un cessez-le-feu de 2 semaines avec l'Iran, les gros titres ont explosé. Les présentateurs de CNBC ont parlé d'un rallye de soulagement mondial, les actifs mondiaux montant alors que le pétrole baissait et que les marchés s'envolaient. Le Dow a bondi, le S&P a grimpé de 2,1%, le Bitcoin a grimpé à plus de 60 et 11 000. Les marchés mondiaux, de Francfort à Tokyo, anticipèrent la paix. Sauf que les navires dans le détroit n'ont jamais bougé. Les données du trafic maritime indiquaient que le détroit d'Ormuz, principal point d'étranglement pétrolier mondial de 24 000 de large, restait quasiment paralysé. Avant la guerre, environ 3 000 navires traversèrent le détroit chaque mois, transportant entre 17 et 21 millions de barils de pétrole par jour. Au lendemain immédiat, le cessez-le-feu du 8 avril seulement, 45 navires sont entrés ou sortis du détroit. Le trafic s'est effondré à 5% de la moyenne d'avant-guerre. La majorité des grandes compagnies maritimes ont laissé leurs navires bloqués dans les ports régionaux et refusé de les déplacer. À la fin du mois d'avril 2026 seulement, 191 navires ont traversé le détroit pendant tout le mois, bien loin de la moyenne d'avant-guerre de 138 navires par jour. La guerre avec l'Iran début 2026 inquiétait même les traders les plus chevronnés. Des échanges de missiles entre des pays instables ont provoqué des perturbations pétrolières et accru les risques d'escalade impliquant des moyens militaires américains dans la région. Les traders humains ont réagi à la secousse économique attendue comme toujours lorsque le ciel s'assombrit. Ils ont vendu à découvert tout ce qu'ils pouvaient trouver. Les données de la prime brokerage de Goldman Sachs, qui suivent les positions réelles des plus grands fonds spéculatifs du monde, ont montré que les investisseurs institutionnels se débarrassaient des actions mondiales en mars 2026. C'était au rythme le plus rapide depuis 13 ans. C'était la deuxième plus forte vague de ventes jamais enregistrée par Goldman Sachs. Les ventes à découvert dépassaient les achats de positions longues dans un rapport de 7,6 pour 1, et l'effet de levier brut s'élevait à 312,5%. Cela signifie essentiellement que le positionnement institutionnel était devenu violemment baissier. En résumé, les cerveaux les mieux payés de Wall Street sont tous entrés dans un théâtre, ont détecté de la fumée, puis ont couru vers la sortie à toute vitesse, mais se sont arrêtés à la porte pour emprunter encore plus d'essence sur marge. En agissant ainsi, ils ont accidentellement créé une bombe économique, chaque position vendeuse piégeant un futur acheteur. Vendre une action à découvert consiste à emprunter des actions et à les vendre aussitôt. L'espoir, c'est que le prix baisse pour que vous puissiez les racheter moins cher plus tard,
et empocher la différence. Vous vous rappelez du phénomène GameStop to the Moon durant la pandémie? C'est ce genre de cas. Mais si les actions montent, au lieu de baisser, vos pertes sont théoriquement illimitées. Vous devez toujours rendre ces actions empruntées, et chaque hausse resserre les taux. Finalement, votre courtier cesse de demander poliment, et vous force à clôturer la position avant que les pertes ne deviennent catastrophiques, ce qui veut dire que vous êtes désormais forcé d'acheter parce qu'un responsable de la gestion des risques l'exige, et il ne plaisante pas. Voici une question. Si deux personnes investissent la même somme, pourquoi l'une réussit-elle souvent mieux? Ce n'est pas une question de chance. Tout commence par deux mythes, auxquels des millions d'investisseurs croient encore. Démystifions-les avec le sponsor d'aujourd'hui, Mintos. Mythe numéro 1. Les actions sont le seul moyen de faire croître régulièrement votre épargne. Eh bien, les actions sont volatiles. Le S&P 500 américain connaît de fortes baisses chaque année. Et en 2025, il a chuté de près de 19% avant de se redresser. Cela peut être stressant et amener de nombreux investisseurs à faire des erreurs coûteuses, sous le coup de l'émotion. Mythe numéro 2. Les actifs à revenus fixes sont compliqués et ne sont pas destinés aux investisseurs ordinaires. En réalité, investir dans le revenu fixe est plus simple que vous ne le pensez. Le marché européen de l'investissement alternatif pour les particuliers a presque doublé en seulement 5 ans. C'est là que Mintos entre en jeu. Mintos est une plateforme facile à utiliser qui vous permet d'investir dans des prêts, des obligations et de l'immobilier en seulement quelques clics. L'objectif est simple. Gagnez un revenu régulier sans dépendre des hauts et des bas du marché boursier et répartissez les risques. Les prêts sur Mintos ont offert un rendement net annuel moyen de 8,8% depuis 2015, ce qui est supérieur à un compte d'épargne. Mintos a été fondé en 2014 et compte plus de 700 000 investisseurs à travers l'Europe, gérant plus de 800 millions d'euros d'actifs pour les investisseurs. Investissez dès 50 € avec une gestion automatisée ou gardez le contrôle total. Pour recevoir un bonus de bienvenue exclusif, scannez le code QR ou cliquez sur le lien dans la description. Voilà, c'est fait. 2 mythes sur l'investissement ont été démystifiés. Investissez dès aujourd'hui avec Mintos. Non. Imaginez cela à l'échelle de centaines de milliards de dollars de paris baissiers, à effet de levier dans un marché déjà hyper élastique. Le genre de marché où chaque dollar d'achat fait bouger les prix de 5 $ au total. Cela ne ressemble plus à un investissement rationnel. Ce à quoi cela commence à ressembler, c'est à quelqu'un qui comprime un ressort industriel sous une presse hydraulique, en espérant que personne ne soit assez stupide pour ne serait-ce que respirer près du levier de déverrouillage. En avril 2026, ce ressort était entièrement comprimé. Puis, le 8 avril, l'annonce du cessez-le-feu est tombée. Les prix ont légèrement augmenté. Loin d'être suffisant pour faire revenir les pétroliers dans le détroit d'Ormuz, mais juste assez pour faire grimper le chiffre à l'écran d'une fraction. Et c'est à ce moment-là que le piège s'est refermé. Les short squeeze sont l'un des rares phénomènes financiers qui conservent encore des traces de panique humaine primitive. La plupart des marchés modernes paraissent stériles et algorithmiques, mais un vrai squeeze garde un caractère ancien et intemporel. Cela a quelque chose de prédateur, comme regarder un troupeau comprendre trop tard que le sol de la vallée bouge sous ses pieds. Les premiers vendeurs à découvert piégés en avril 2026 pensaient sûrement que le rallye provoqué par le cessez-le-feu serait bref. Les données sur le transport maritime étaient catastrophiques. À toutes fins utiles, le détroit d'Ormuz était fermé. L'Iran et les gardiens de la révolution islamique contestaient encore les termes du cessez-le-feu le matin suivant son annonce. Rien n'a fondamentalement changé. On ne pouvait reprocher à personne de lire ces éléments et de supposer que le marché continuerait de baisser. Mais ne le dites pas au marché. Lorsque le marché a grimpé, les appels de marge sont arrivés et les fonds ayant emprunté agressivement pour des positions vendeuses ont soudainement dû fournir plus de garanties. Les pertes se creusaient plus rapidement que ce que les modèles prévoyaient. Les courtiers ont commencé à exiger que les positions soient clôturées immédiatement, ce qui signifiait racheter les actions qu'ils avaient empruntées, ce qui a forcé encore plus d'achats, ce qui a fait monter les prix. Cela a déclenché des appels de marge dans d'autres fonds, entraînant plus d'achats forcés, ce qui a encore fait monter les prix et créé une boucle auto-renforçante. Les vendeurs à découvert ne sortaient pas prudemment. Ils étaient liquidés, et chacune des plus grandes positions en 13 ans a été débouclée simultanément. Beaucoup de ces positions étaient dans des produits indiciels larges et des ETF, pas dans des actions individuelles, donc le squeeze a affecté tout le marché simultanément. La partie terriblement élégante d'un squeeze, c'est que personne n'a besoin de devenir optimiste. Les achats ont lieu quand même. Personne ne s'est levé le 9 avril en croyant que le golfe Persique était soudain devenu un modèle de stabilité géopolitique.
Ils ont acheté parce que leur courtier ne leur a laissé aucune autre option, et qu'ils n'étaient pas d'humeur à négocier. Pendant un instant, cela a semblé être une explication complète. La guerre crée la peur. La peur provoque des positions baissières excessives, et le moindre rebond entraîne des achats forcés. Pourtant, ce n'est pas tout. Les short squeezes sont violents et de courte durée. Ils expliquent les violents retournements intrajournaliers, ces mouvements en dents de scie de 4% que le SCP a connus alors que des chars entraient en Ukraine. Mais à eux seuls. Ils n'expliquent pas des rallyes soutenus valant des milliers de milliards de dollars sur plusieurs semaines de volatilité. Les CTA sont de vastes structures de trading systématique gérées quasi exclusivement par des algorithmes. Ces vastes pools de capitaux, gérant ensemble des centaines de milliards de dollars, sont tous axés sur les modèles de suivi de tendance. Ils analysent en continu l'évolution des prix et réagissent selon des règles prédéfinies dans le système. En gros, si le prix franchit le seuil X, ils achètent. Si le prix passe en dessous du seuil Y, ils vendent. Voilà, c'est tout le processus de prise de décision en résumé. Le modèle, fondé sur des données, vérifie le chiffre et achète dès qu'il franchit la limite, le tout en quelques millisecondes à l'échelle institutionnelle. Quand le short squeeze après le cessez-le-feu a poussé le SCP au-dessus de plusieurs seuils de tendance clés, la réalité géopolitique spécifique est devenue complètement hors de propos. Le code a détecté une dynamique haussière, alors le code a acheté. Les données de la prime brokerage de Goldman Sachs ont confirmé environ 86 milliards de dollars d'achats mondiaux d'actions par les CTA durant la seule semaine qui a suivi l'annonce du cessez-le-feu. Cela s'est classé parmi les 5 épisodes d'achat les plus forts jamais enregistrés par la société. 86 milliards de dollars ont afflué sur le marché, malgré les débats des analystes sur la puissance navale de l'Iran, la solidité du cessez-le-feu et la signification des données du transport maritime mondial. Rien n'a changé, l'argent continuait d'affluer. Encore une fois, le système a vu des chiffres dépasser des limites, ce qui a suffi. Les répercussions psychologiques sont difficiles à surestimer. Pendant des générations, les gens ont imaginé Wall Street comme un écosystème compétitif composé d'analystes brillants, tous en course pour interpréter la réalité plus vite que les autres. Celui qui recherchait le plus gagnait souvent. Ce à quoi avril 2026 ressemblait réellement, c'était à une gigantesque transmission automatique, recevant une impulsion de momentum et répondant par une amplification de la force, une force totalement indifférente à la qualité ou à la précision du signal qui la déclenchait. C'est encore plus gênant, en pensant aux implications éthiques. Les systèmes de trading algorithmique ne sont pas également accessibles à tous. Seuls les grands acteurs institutionnels, fonds spéculatifs et banques d'investissement ont accès à l'infrastructure nécessaire. Le système n'a pas été conçu pour être prédateur. Il a simplement évolué ainsi, ce qui est le principal problème ici, et les conséquences sont mesurables. En mai 2010, l'activité algorithmique a contribué à ce qui est devenu connu sous le nom de flash crash. Le Dow Jones a plongé de près de 1000 points en quelques minutes avant de se redresser en grande partie. L'événement fut si rapide qu'il s'est terminé avant que les humains ne réagissent. Après coup, la question de la responsabilité s'est posée. Les développeurs ont-ils écrit le code? Les institutions l'ont-elles déployé? Ou les régulateurs l'ont-ils autorisé? Bien que les enquêteurs aient finalement identifié un mélange de spoofing automatisé et d'algorithmes institutionnels massifs, la question plus large de la responsabilité ultime reste une immense zone grise. Depuis, l'Union européenne impose des tests rigoureux pour le trading algorithmique et exige que les entreprises signalent les perturbations majeures. L'application de ces règles suit-elle réellement le rythme de la technologie elle-même? Les régulateurs travaillent toujours sur ce problème. Les nombreux défenseurs du trading algorithmique affirment qu'il offre de vrais avantages. Demandez-leur, et ils pourraient vous raconter des histoires sur une liquidité plus abondante, des écarts achat-vente plus faibles et des coûts de transaction plus bas pour les gens ordinaires. Tout cela est vrai, même si vous ne comprenez toujours pas de quoi ils parlaient. Ce qui est également vrai, c'est que les profits issus de ces systèmes vont en grande majorité à un petit nombre d'entreprises qui disposaient de l'infrastructure nécessaire pour les exploiter. La couche la plus profonde du système reste inactive. Vous connaissez le marché des options. Là, la volatilité devient un moteur de croissance. La plupart des investisseurs ordinaires pensent que les options sont des instruments de niche utilisés par des traders agressifs avec trop d'écrans et des horaires de sommeil déplorables. Eh bien, ce n'est plus le cas. À la fin de 2024, les options expirant le jour même, connues sous le nom de 0 DTE, représentaient 51% de tout le volume des options sur le SP500. Elles ont, pour la première fois, dépassé toutes les autres catégories d'expiration réunies. Les mois suivants, ce chiffre a dépassé 60%.
Des millions de contrats étaient échangés chaque jour, générant environ 1,5 million de tickets de transaction un mardi moyen. Ce sont des paris expirant le jour même où ils sont placés. Wall Street a réinventé les courses de chevaux pour la finance, puis les a intégrées à la tuyauterie de l'économie mondiale. Quand assez d'argent s'accumule dans ces produits, les entreprises facilitant les transactions doivent effectuer des opérations de couverture constantes. Imaginez un bookmaker sportif prenant des paris avant une finale. Si trop de parieurs misent sur le même résultat, il risque de lourdes pertes. Ainsi, le bookmaker ajuste constamment son exposition, essayant de rester neutre quel que soit le résultat réel. Les teneurs de marché en options font la même chose. Lorsque les traders sont terrifiés pendant une guerre, ils se ruent sur les options de vente, qui sont en gros une assurance catastrophe qui paie si les marchés s'effondrent. Les teneurs de marché qui vendent ces options de vente couvrent leur exposition en vendant à découvert des actions ou des contrats à terme. Ils n'ont pas le choix, les calculs l'exigent. La peur pousse les courtiers à adopter une position baissière. Mais si l'apocalypse n'a pas lieu, et qu'un cessez-le-feu intervient, ou qu'un short squeeze fait remonter les prix, ces couvertures se renversent brutalement. Les options de vente perdent soudainement de la valeur jusqu'à presque zéro, et la volatilité s'effondre. Ces mêmes courtiers, qui étaient vendeurs pour se couvrir, doivent soudainement racheter tout ce qu'ils avaient vendu auparavant. C'est ce qu'on appelle le piège gamma, où la peur elle-même crée les conditions d'achats obligatoires à l'avenir. Et comme les contrats à 0 DTE expirent si rapidement, ces boucles de rétroaction fonctionnent désormais presque en temps réel. Et c'est ainsi que les peurs de guerre peuvent créer de la volatilité, ce qui entraîne l'achat de puts, ce qui force les teneurs de marché à se couvrir, ce qui conduit à la stabilisation de la panique, ce qui mène à un rebond du marché. Le marché s'est nourri de la peur générée par l'événement lui-même. Guerre ou paix, panique ou soulagement, la machine n'a pas besoin de savoir qui l'emporte. Elle a besoin que la peur existe assez longtemps pour que les flux de couverture s'activent. Nous appellerions cela la boucle. Le marché boursier avec lequel la plupart des gens ont grandi n'est aujourd'hui guère plus qu'un simple vernis nostalgique. C'est une fiction utile, entretenue surtout par la télévision financière et les relevés trimestriels de retraite que personne ne lit. Ce qui l'a remplacé ressemble beaucoup plus à une machine à transformer la volatilité qu'à un marché boursier. La peur y entre, la liquidité en sort. Dans ce cadre, la guerre devient étrangement utile. La destruction nuit aux affaires, tout le monde le sait. Des vies sont perdues, et les routes maritimes se ferment. Mais la volatilité générée par la peur géopolitique crée les conditions précises dont la structure moderne du marché a besoin. Le marché n'a pas besoin de s'effondrer. Il suffit juste d'assez de peur pour déclencher des positions défensives, des couvertures rapides et des ventes automatisées, pour que tout cela s'inverse lorsque le pire scénario ne se réalise pas dans l'après-midi. Le marché monte, non pas malgré la peur, mais à cause d'elle. Aujourd'hui, la vieille métaphore ne tient plus. Un baromètre reflète le temps, mais ne crée pas d'ouragan. Le marché boursier actuel ne reflète plus vraiment la première fonction et profite parfois de la seconde. Une fois que vous voyez cela clairement, les étranges hausses boursières en temps de guerre cessent de paraître irrationnelles. Rien de tout cela ne l'est. Le système fonctionne comme sa structure l'y oblige. La boucle n'exige plus d'optimisme, juste du mouvement. Ce qui frappe, c'est la discrétion de cette transformation. Nous n'avons jamais eu d'annonce spectaculaire de Wall Street, ni de discours enflammés depuis le pupitre de la bourse de New York. Le système a simplement évolué, une entrée de capitaux dans les ETF à la fois, se comportant comme quelque chose conçu pour métaboliser la peur elle-même. Quand les mauvaises nouvelles cessent de faire baisser le marché et commencent à le soutenir, une question évidente demeure. Que se passe-t-il si la peur devient réellement trop grande pour être absorbée ? Si ce système s'est entraîné à se remettre de chaque choc, que se passera-t-il le jour où il n'y arrivera plus ? Découvrez-le dans « Et si l'économie américaine s'effondrait ?» Ou regardez ceci.